Philippine de Saint-Pierre, bonsoir, Bonsoir, directrice générale de KTO. Vous couvrez aussi l'actualité du Vatican. Alors on en a parlé pendant le journal, la semaine, c'est le sommet sur les abus qui commence jeudi. Est-ce que c'est une semaine décisive pour l'Église universelle ? Décisive, je ne sais pas. En tout cas, c'est une semaine importante, c'est certain, puisque la démarche du pape est inusitée. C'est la première fois que le pape convoque ainsi tous les présidents de conférences épiscopales sans leur donner le choix. Ceux qui prétendaient envoyer quelqu'un d'autre à leur place se sont fait rappeler à l'ordre, d'après les informations que nous avons eues, voire pour certains convoqués à l'annonciature, en leur expliquant que non, c'était bien personnellement le président de la conférence qui devait venir, pour passer 3 jours et demi sur la question de la protection des mineurs dans l'Église. C'est d'ailleurs intéressant, nous journalistes, on a tendance à appeler ça le sommet sur les abus. Mais la rencontre à laquelle le pape a convié tous ces présidents de conférences épiscopales du monde entier, c'est une rencontre pour la protection des mineurs dans l'Église. Alors justement, on y reviendra tout à l'heure parce qu'il y a tout un tas de révélations qui se sont accumulées. Mais avant, peut-être sur le sommet, comment est-ce qu'on peut l'appréhender, ce sommet historique ? D'abord, il va falloir essayer d'entrer dans le travail, le chemin que vont faire tous ces participants pour qui il y a un menu très très dense qui a été préparé. 3 jours de travail intense qui se termineront le 4e jour par la messe célébrée dimanche. Mais 3 jours de travail articulés autour d'exposés qui leur seront donnés, d'interventions d'un certain nombre d'experts, suivis de temps de questions-réponses, suivis de temps de travail en petits groupes et de remontée du travail en petits groupes. Alors, les gens qui sont habitués à participer à des sessions de formation connaissent ces manières de faire. Mais là, ce sont tous les représentants de toutes les conférences épiscopales du monde entier qui vont travailler de cette manière, de façon intense et sur ce sujet pendant 3 jours. Qu'est-ce qui peut en ressortir ? Qu'est-ce qu'il faut en attendre ? D'abord, le fait que tout le monde ait entendu les mêmes choses au même moment, que l'Église réaffirme de façon claire sa politique, qui est claire aujourd'hui sur ces sujets, mais qu'elle soit réaffirmée de manière forte et devant tout le monde, j'allais dire. C'est important. Et puis alors, est-ce qu'il y aura des propositions particulières qui vont naître aussi de cette assemblée d'évêques représentant les églises du monde entier ? C'est possible. Certains, en tout cas, viennent avec cette intention de proposer aussi des choses supplémentaires. Il faudra suivre sur KTO l'avancée des travaux pour en savoir plus. Alors, un sommet sur une question douloureuse, sur une question lourde, et dans le même temps, il y a des révélations, des scandales qui s'empilent les uns après les autres. On pense au nonce apostolique Monseigneur Ventura, la sortie du livre Sodoma, le cardinal McCarrick aussi, enfin tout un tas de révélations. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Alors on peut se sentir un peu assommé, comme catho. Et si on est dans un environnement pas très catho-friendly, pas très favorable aux catholiques, on peut aussi se sentir un petit peu, avoir envie de se cacher un peu sous le tapis pour qu'on nous embête pas trop en ce moment, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de scandales. Il faut pas tout mettre dans le même sac. Si on prend, vous citiez le cardinal McCarrick, qui a donc été renvoyé de l'état clérical, donc théologiquement, il est toujours prêtre parce qu'il le sera pour l'éternité, mais il n'a plus les facultés d'agir comme prêtre dans l'Église, il n'est plus reconnu comme tel, c'est quand même énorme. Pour un cardinal, ancien archevêque de Washington, président de la conférence épiscopale des États-Unis pendant des années, c'était le prélat le plus puissant de l'Église nord-américaine, donc c'est quand même énorme. C'est pas tellement un scandale en fait qu'il soit reconduit à l'état laïque, c'est plutôt une bonne nouvelle. Un signe fort avant le sommet. Oui, ça signale en fait que, même pour les évêques, les cardinaux, même pour les plus puissants, il n'y a pas de moyens pour ceux qui sont reconnus coupables d'abus d'échapper. À la justice civile, il y a parfois moyen, mais dans l'Église, désormais, il n'y a pas moyen. Je pense que c'est ça le signal le plus important sur le dossier McCarrick aujourd'hui. L'affaire Monseigneur Ventura, le nonce apostolique en France, là aussi, ça secoue. On ne comprend pas bien. Ça secoue forcément. Vous comprendrez qu'il soit difficile de s'exprimer sur une affaire qui consiste pour l'instant des accusations qui ont été portées. Moi, j'ai pas connaissance du dossier. J'en sais rien. Évidemment, j'étais assez abasourdi. C'est en tout cas inquiétant. On ne peut pas se prononcer avant que l'enquête officielle et la justice soient passées. Dans les prochains jours, donc le sommet, il y a ce livre Sodoma aussi qui va sortir. Alors toute une promotion énorme avant la sortie de ce livre. Vous avez pu le lire. Qu'est-ce qu'on en apprend ? Je sais pas si on en apprend grand-chose en réalité. C'est le principe des compilations, c'est que y a un effet de masse qui joue sur quasiment 700 pages.
on sort de cette lecture avec la tentation de se dire mais finalement il n'y a que des homosexuels qui ont des doubles vies parmi tous les responsables de l'Église au Vatican. Or évidemment c'est pas vrai. C'est un peu le problème de ce livre qui souligne des choses qui pour certaines sont véritables, qu'il y ait des homosexuels parmi les prélats et y compris parmi les cardinaux au Vatican. Ça n'est pas une information, c'est effectivement une certitude. Mélanger, comme c'est fait dans le livre, des gens qui auraient une inclination homosexuelle, qui après tout appartient à leur fort interne, et des gens qui auraient une double vie, avec une sexualité homosexuelle active, pratiquante et parfois sordide, comme raconté dans le livre, mettre tout ça dans le même panier me paraît intellectuellement malhonnête. Et puis surtout, vouloir expliquer toute la vie du Saint-Siège à travers ce prisme-là, à travers ces lunettes-là, si j'ose dire, à travers ces lunettes roses, ça me paraît complètement aberrant. C'est-à-dire que non, la vie du Vatican n'est pas explicable à 100% par ce regard-là. Non, il n'y a pas que des homosexuels au Vatican, ni parmi les prêtres, et même pas, comme l'affirme l'auteur du livre, une majorité. C'est faux. On ne sait pas bien sur quoi ça repose. Simplement, voilà. À partir de questions qui sont réelles, il y a une généralisation qui, elle, pose problème. Il y a également la sortie de ce film Grâce à Dieu de François Ozon, voilà, qui s'ajoute à ce livre, donc à cette succession de révélations. Certains y voient un complot contre l'Église. On dit que c'est facile de taper sur l'Église, quand d'autres disent que c'est nécessaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, c'est facile de taper sur l'Église. Non, ça ne doit pas nous servir d'excuse pour nous cacher ou pour faire obstacle à la vérité. Les raisons profondes de tout cela, c'est qu'il y a eu pendant des décennies des comportements de protection à l'égard de criminels. Protection consciente ou inconsciente, mais en tout cas, ça a existé. Aujourd'hui, l'Église est très claire dans sa démarche. Les normes, encore une fois, sont claires. Pour autant, il y a des abcès à vider et donc on peut pas faire comme si ce qui a existé comme mauvais comportement était effacé d'un coup d'un seul. On en prend le contre-coup, l'effet boomerang, avec injustice parfois, avec des désignations comme ça de boucs émissaires qui sont pas forcément légitimes, pas forcément les vrais coupables ou les vrais responsables. Oui, ça fait partie de l'injustice du temps. Mais pour autant, encore une fois, moi je ne crois pas du tout au complot contre l'Église. Et je crois que dans le meilleur des cas, on peut en faire, nous, une occasion de conversion. C'est-à-dire nous dire, eh bien, si notre parole morale, du fait de tous ces scandales, elle est gravement mise en cause dans la société, si on n'est plus audible quand on propose la vision chrétienne sur le couple, sur la famille, sur la sexualité, du fait de tous ces scandales, peut-être c'est une invitation qui nous est faite à être moins dans une parole enseignante et plus dans le témoignage de nos vies. Si nous pensons que ce que l'Église a à dire sur le couple et sur la sexualité, c'est une source de bonheur, commençons par le vivre, par en être heureux, et à ce moment-là, peut-être ça donnera envie à des gens. Alors certains de nos téléspectateurs philippines souffrent quand ils apprennent toutes ces révélations. Qu'est-ce que KTO veut apporter et veut dire dans ce contexte-là ? Je suis absolument convaincue qu'on ne peut pas être disciple du Christ et avoir peur de la vérité. C'est antinomique puisque lui-même dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors il ne s'agit pas pour autant de céder à la dictature de la transparence. KTO ne l'a jamais fait. KTO ne donne pas en pâture des noms, même si nous avons des informations qui nous parviennent. En revanche, le travail de vérité et notamment le travail de protection tel qu'il est entrepris au Vatican avec ce sommet, ou poursuivi plus exactement, eh bien nous voulons le servir aussi. Donc qu'est-ce que KTO fait ? KTO essaye de nous aider collectivement à comprendre ce qui est en jeu, encore une fois dans les différents domaines, parce qu'on ne peut pas mélanger les affaires criminelles et puis les questions d'éthique ou de morale personnelle ou de comportement. Mais dans ces différents domaines, KTO essaye de donner des clés de compréhension, de pensée, de réflexion. Et là, très concrètement, dans ces prochains jours, eh bien, tous les éléments qui seront publics dans cette rencontre des présidents de conférences épiscopales autour du pape seront diffusés en direct sur notre antenne, précisément pour permettre à tous ceux qui le veulent de suivre l'avancée de ces travaux et de ces réflexions.